Merci d'être venu ce matin pour justement venir écouter Sophie Labo, qui est une collectionneuse de sommets et qui nous fait le plaisir de venir au Jardin des Cimes pour une journée particulière à Passy pour les 30 ans du Salon international du livre de montagne de Passy. Donc Sophie Labo vient de Genève, elle est franco-suisse, hein, on peut dire ça comme ça, et puis est canadienne. Et donc, elle a été happée par un désir d'Himalaya, et elle va nous raconter son expérience, qui est une expérience vraiment tout à fait unique, dans la mesure où c'est véritablement une série d'exploits, et aussi quelques renoncements qui lui en ont fait tirer un certain nombre de leçons de vie. Ce qu'elle relate dans son ouvrage écrit avec Didier Chambaretto, Une femme, 7 sommets et 10 secrets. Mais aujourd'hui, le nombre de sommets a considérablement augmenté. Oui. Bonjour à tous. Oula. Moi, je ne sais pas s'il y a besoin vraiment d'un... Il y a besoin d'un micro, oui, quand même. Alors, je vais essayer de parler un petit peu... Oui, alors bonjour à tout le monde. On va dire merci le Covid, parce que s'il n'y avait pas eu le Covid, je ne serais pas là, déjà. Et dans ce cadre un peu... Là, ça marche là? Non? Oui. Dans ce cadre un peu... Comment? Ah, voilà. C'est vrai que dans un cadre aussi sublime que, même si j'habite dans la région depuis toujours, hein, j'étais jamais montée sur ce versant jusqu'ici. Donc, merci d'avoir organisé cette manifestation dans ce cadre absolument magnifique. Et oui, alors je disais merci le Covid, parce que sinon je ne serais pas là. J'aurais dû être effectivement au Pakistan, hein, parce que... comme vous le savez peut-être ou pas, mais la saison d'été dans l'himalayisme, donc dans l'ascension de ces grands sommets, l'été est consacré au Pakistan, avec les 5 grands géants qu'il y a là-bas. Et j'aurais dû être sur les pentes du Nanga Parbat. Mais du coup, je suis avec vous ici. Ouais. Mais alors, j'avais prévu de vous montrer des films, des photos, plein de choses et tout, et finalement, donc c'est pas possible. Donc, ce que je pense qu'on va faire ce matin, parce que c'est un petit comité, c'est plus une session un petit peu de questions-réponses, parce que finalement, je sais pas. En général, les gens, souvent des fois, ils me connaissent pas, et c'est vrai que j'ai un parcours un petit peu atypique, dans le sens où je ne viens pas du sérail, de la montagne, et j'ai 20 ans d'entreprise, hein, avant de me dédier à ces grandes ascensions. J'ai travaillé dans l'hôtellerie, beaucoup en Suisse, hein, après dans le luxe, après dans la finance, et il me manque juste le chocolat, hein, et les montres pour faire le top 5 de la Suisse. Mais je me suis arrêtée avant. Et cette histoire de la montagne a démarré, j'ai envie de dire, il y a maintenant une bonne vingtaine d'années quand même, hein, sur un pari. Et j'ai fait un pari avec un copain qui était malade à l'époque et qui rêvait de faire le Mont Blanc, là. Et on s'est fait le pari et de se dire, dans l'année, on va aller au sommet du Mont Blanc. Et on s'est organisé, on a donc réussi cette ascension. Donc lui a réalisé son rêve. Et moi, ça a été vraiment le déclic, en fait, du début de cette aventure avec l'altitude, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que le Mont Blanc et les Alpes m'ont vite plus suffi. Et ça, ce pari, c'était en 2004. Et à partir de là, j'ai commencé vraiment à organiser ma vie, organiser mes loisirs, organiser de façon à pouvoir commencer à progresser dans cette quête un petit peu d'altitude, parce que j'étais assez attirée par ça. Et donc, ça a été vite les 5000 mètres, 6000 mètres, 7000. Et donc, j'ai voyagé beaucoup en Amérique du Sud à l'époque. Et puis, après, on arrive à la barre quand même un peu fatidique, là, des 8000.
Et là, moi, à l'époque, je disais, ouais, non, mais c'est réservé à l'élite, aux grandes personnalités de la montagne et tout. Et puis surtout, pour gravir un 8000, il faut du temps. Hein, pour une expédition, il faut à peu près 2 mois, hein, sans compter la préparation et tout ça. Donc, moi, je travaillais encore en entreprise donc à l'époque et j'ai vraiment attendu 10 ans donc avant de pouvoir quand même avoir l'opportunité de faire cette première expédition à 8000. Et là, je vais dire en nouveau un merci à quelqu'un, c'est un merci à la crise économique de 2008, parce que donc je travaillais dans la finance à l'époque, et donc le business model, je gérais une société avec mon frère d'organisation de grandes conférences à Genève, et le business model s'est complètement écroulé avec la crise, et donc on a dû fermer la société. Et là, c'est enfin à ce moment-là où il y a une page blanche, mais cette page blanche, j'ai décidé de la consacrer à cette première tentative. Et j'ai dit, bah, je vais aller essayer de flirter avec le 8000, voir ce que c'était et tout, parce que déjà 7000, c'était déjà un exploit pour moi à l'époque. Et voilà, donc c'est en 2012 donc, que je pars sur ma première expédition au Tibet. Et sur cette première saison, donc j'ai gravi 2 sommets de plus de 8000 mètres, donc le Shishapangma et le Cho-Oyu. Tout le monde est un peu familier là, du monde du 8000. Alors il y a donc les 8000, donc ils sont tous en Himalaya, entre le Tibet, le Népal et le Pakistan. Hein, donc c'est vraiment la zone d'ascension. Et donc sur la première saison, donc j'en ai en fait gravi 2 à 10 jours d'intervalle. Et à l'époque, c'était quand même, j'avais demandé des statistiques en rentrant à Genève, et il s'avérait qu'on n'était qu'une dizaine de femmes dans le monde à avoir gravi 2 sommets de plus de 8000 mètres en une saison. Alors j'étais fière, hein. Et c'est vrai que les gens, les médias ont commencé à me demander de raconter un petit peu cette histoire. Et c'est là où je me suis intéressée au positionnement que j'avais, parce que je ne me suis jamais considérée comme une professionnelle de la montagne. Je suis vraiment un amateur et c'est vraiment par passion, par détermination que je vais gravir ces grandes montagnes. Et je veux juste faire le lien déjà à cette époque, à ce moment-là, avec le récit qui est dans ce livre, parce que le sous-titre du livre, c'est « L'éloge du savoir-suivre ». Et donc, très modestement, je pense que ma position en montagne est un positionnement et un rôle de suiveuse. Parce qu'en Himalaya, seule, je vais aller nulle part. Hein, il y a des grands héros, il y a des gens, ils sont très très forts et ils sont tout seuls et des rois du monde et tout. Moi, pas du tout. Moi, toute seule en Himalaya, je vais rien faire du tout. Donc, j'ai besoin d'équipes. Mais j'ai besoin de bonnes équipes. Hein, donc c'est toute cette logistique et tous les gens qui m'entourent, que ce soit d'abord l'équipe de porteurs qui nous amène tout le matériel jusqu'au camp de base. C'est ensuite toute l'équipe du camp de base avec les aides de camp, avec les cuisiniers, etc., qui vont vraiment... je dis toujours, si la cuisine n'est pas bonne et qu'on est malade, on ne va jamais aller en haut. Donc ils font partie intégrante de cette équipe et de la réussite. Il y a une personne clé, par exemple, qui est Jan Gizendaner, avec qui je travaille depuis longtemps, qui m'envoie donc les bulletins météo. Si les bulletins ne sont pas bons, eh ben, on va se mettre en danger, on n'ira jamais en haut. Après, il y a l'équipe des Sherpas. Moi, je travaille toujours avec le même Sherpa, qui s'appelle Dawa Sangye Sherpa. On a fait plus de 7 expéditions ensemble. En tout, sur les 17 expéditions que j'ai faites, j'ai travaillé avec 3 Sherpas différents. Donc c'est vraiment aussi un lien de confiance, de se connaître et autres, d'avoir comme ça un partenaire de grimpe. Donc l'éloge du savoir-suivre, c'est pas du tout être un mouton hein, et être derrière, c'est vraiment la complémentarité des compétences de chacun à sa place qui va faire qu'ensemble, on va arriver au sommet. Et chacun doit avoir sa compétence dans son domaine. Évidemment, il faut mettre un pied devant l'autre pour arriver là-haut. Donc c'est ça un petit peu la thématique de ce que j'essaye de partager. Et surtout, comme j'ai quand même 20 ans d'entreprise derrière,
ça rend service aussi aux chefs d'entreprise parce qu'il y a une analogie toujours très très facile à faire entre l'ascension d'une montagne, mais même ici, hein, donc on n'a pas besoin d'aller en Himalaya pour ça, et le monde de l'entreprise, la gestion d'un département ou d'une entité. Donc c'est ça que j'aime bien partager beaucoup en entreprise parce qu'il y a beaucoup d'analogies et beaucoup de similitudes entre les équipes. Un directeur, seul, il va aller nulle part. Pareil, il ne va pas être capable de gérer son entreprise tout seul. Il a besoin d'équipes, il a besoin de collaborateurs compétents pour pouvoir mener à bien leurs projets et autres. Donc c'est ça l'analogie que j'aime bien partager beaucoup en entreprise et qui est le récit en fait des 10 premières expéditions. Donc il y a 10 expéditions, 7 sommets réussis et les 10 secrets qui sont les enseignements de chaque expédition. Voilà, écoutez, merci en tout cas d'avoir mis en évidence cette dynamique d'équipe sans laquelle il n'y a pas de réussite possible. Et je pense que c'est vraiment très important de bien montrer les liens qu'il peut y avoir entre une expédition en montagne et puis les enseignements que l'on peut en tirer dans la vie courante et surtout dans nos vies professionnelles respectives, où trop souvent on est soumis à une sorte de management vertical où un ordre est donné et on ne le discute pas. En montagne et dans ces grandes expéditions, et c'est peut-être là où le savoir-suivre prend toute son importance, c'est qu'il est vraiment fondamental de tenir compte de l'expérience des autres et de leur savoir-faire et de leur savoir-être. Et ça, c'est peut-être l'enseignement principal. Et puis, je pense que c'est aussi très agréable ce salut à Yann qui, depuis Chamonix, routait toutes ces expéditions. Et il va continuer d'ailleurs. Parce que c'est pas fini l'histoire. Il aurait dû router quelques personnes là, depuis 2 jours parce qu'effectivement, un certain nombre de personnes se sont perdues sur la route du plateau d'Acier. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas si vous voulez que je continue comme ça, parce que moi je peux vous parler pendant des heures, hein, papoter, prendre des expéditions, des exemples et autres. Donc il y a quand même... Et puis sinon, moi, je prends volontiers des questions pour avoir un petit peu le feedback de... Une question. Tu as fait le Mont Blanc donc, avec ton ami. Vous avez réussi. Et après, tu t'es dit, oui, c'est facile, le Mont Blanc, je peux aller plus haut ou il y a eu d'autres motivations pour... Alors, je crois qu'il n'y a rien de facile en montagne. Il ne faut jamais sous-estimer. Je pense que, bon, peut-être le Salève. On va dire, ça va. Ça va. Mais dès qu'on met des crampons et on prend un piolet, à mon avis, il n'y a jamais rien de facile, et encore moins en Himalaya. Et c'est vrai qu'on parle tout le temps des 8000 faciles. J'ai dit, il y en a qui sont un petit peu moins durs que d'autres. Il y en a qui sont très, 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 très durs, mais il n'y a rien de facile. Et il ne faut jamais sous-estimer, il y a des termes qui sont employés beaucoup dans la presse, dans beaucoup de choses... où on banalise de plus en plus. On parle d'autoroute, on parle de tourisme, on parle de plein de choses comme ça, et essentiellement surtout par rapport à l'Everest. Mais c'est faux, c'est faux. Ça, on pourra revenir là-dessus un petit peu après, mais pour répondre à ta question, donc cette ascension du Mont Blanc, elle est dure. Et même aujourd'hui, quand je vais au Mont Blanc, c'est dur. D'ailleurs, un Mont Blanc, il ne faut pas l'oublier, c'est pas un 4000, c'est un petit 5000. Hein, on est plus proche de 5000 mètres que de 8000 mètres, que de 4000 mètres. Et surtout, ce qui est très, très difficile pour le corps, c'est qu'on monte à 5000 mètres en 2 jours en moyenne. Hein, donc, c'est très, très éprouvant pour le corps. Quand on est en Himalaya, alors l'Himalaya, il faut se rendre compte, il faut imaginer que c'est quand même, si on prend les Alpes, hein, en dimension, c'est au moins x10. Donc, tout ce qui est approche, tout ce qui est... C'est tellement grand, c'est tellement vaste que ça peut d'ailleurs... Il y a des gens que j'ai connus qui ont peut-être techniquement ou des compétences alpinistiques bien supérieures aux miennes, mais qui se sont trouvés en échec de par ce côté ampleur et écrasant, et ils n'arrivent pas vraiment à gérer ça de par cette ampleur de l'Himalaya.
Et donc, en moyenne, les camps de base des 8000 sont à peu près à 5000 mètres d'altitude. Mais il nous faut, en moyenne, je ne sais pas si on prend le camp de base du K2, par exemple, c'est 10 jours pour atteindre l'altitude. J'attends qu'il passe ou vous entendez, ça va? Pour atteindre le camp de base du K2, donc il nous faut 10 jours. Donc c'est beaucoup moins éprouvant pour le corps que de monter au Mont Blanc en 2 jours. Donc il faut toujours relativiser. Il y a des choses des fois qu'on oublie de par le côté populaire de certaines montagnes ou autres, mais la difficulté est toujours présente. Et donc c'est petit à petit, j'ai dit, tiens, je vais aller voir à 5000 comment ça se passe. Puis j'ai réussi à passer le 5000, puis après 6000. Et puis c'était vraiment dans le cadre de vacances ou de loisirs. Donc je partais pendant presque 6 ou 7 ans, je suis allée en Amérique du Sud, parce qu'il y a des choses magnifiques à faire dans les Andes. Et ça permet d'atteindre l'altitude de 7000 mètres. Par contre, si on veut aller au-delà de 7000, il faut aller en Himalaya. Parce qu'il n'y a pas d'autres endroits où on peut aller au-delà de 7000 à part en Himalaya. Donc c'est vraiment un chemin, une progression. Et il y a 15 ans, vous m'auriez dit que j'allais aller au sommet de l'Everest. Je dis, mais vous êtes fou, moi je ne suis pas capable et tout. Donc c'est ça qui est intéressant aussi dans l'expérience, c'est ce cheminement que j'appelle souvent de dire c'est un pas après l'autre. C'est comme les expéditions, je les enchaîne, mais je parle jamais de celle d'après. Je parle toujours de celle qui va venir. Et puis je dis, puis après on verra. Parce que de toute façon, sur une année, ce qu'on met sur le papier ou même ce que je mets sur le budget et le dossier pour les sponsors, ça se passe jamais comme ce qu'il y a sur le papier. Jamais. Donc à un moment, il faut rester toujours très dans le présent, dans le concret, et puis se dédier à un projet pour être capable de passer au suivant. Donc, c'est ma façon de fonctionner. Le premier 8000, c'était le besoin d'un flirt à 8000. Au bout de 10 ascensions à 8000, est-ce que c'est de la passion? Est-ce qu'il y a une lassitude? Parce que ça devient un vieux couple, finalement, ce concert avec les 8000. Est-ce que c'est une addiction? Alors, j'aime pas le terme d'addiction, de drogue, de tout ça, parce que ça a un côté péjoratif. Mais une passion, oui. Et c'est quelque chose auquel il faut vraiment se dédier pleinement pour pouvoir faire les choses d'un point de vue vraiment sérieux, professionnel. Et ça ne s'improvise pas d'aller à 8000. Les gens qui m'appellent et qui m'envoient des messages et qui me disent « Ah, j'ai le rêve d'aller à l'Everest, comment je fais ?» Je leur dis d'abord, vous allez au Salève. On commence comme ça. Puis après, on verra. Puis après, vous apprendrez à mettre une paire de crampons, etc., etc. Donc, c'est de nouveau, on est... alors, on apprend à s'aimer. Et puis après, quand on a compris qu'on est bien ensemble, on y va. Et puis après, c'est vraiment un chemin de vie auquel il faut se dédier. Et on s'aime toujours, après 10 sommets. Alors, après 17 expéditions, on s'aime toujours, oui. Comme s'il y avait un élastique qui, effectivement, était tendu à la cime et qui... Alors, il y a quand même des moments où on se dit, mais purée, mais non, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Oh là là. Et on a vraiment envie de rentrer. Mais non, je pense que de toute façon, si la passion n'est plus là, on n'est pas capable. Si c'est juste pour aller cocher un sommet, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est vraiment... Il y a 3 conditions qu'il faut réunir pour pouvoir partir en expédition et repartir comme ça. C'est d'abord avoir les sous, accessoirement, parce que ça coûte cher quand même, ces balades à 8000. Donc il faut réunir le financement, trouver les partenaires, trouver les sponsors, et c'est un vrai travail. C'est difficile, et tous les ans, c'est une remise en question, une remise à plat. Parce que justement, comme je ne veux pas aller trop loin, je mets toujours des budgets sur une année. Puis après, on remet tout à plat. Donc, il faut tout recommencer. Il faut remettre la machine en route chaque année. Donc, il y a ça. Il y a physiquement.
Il faut être capable, hein, tant que je suis capable physiquement, parce que bon, j'ai plus 20 ans, hein, donc il faut quand même. Ah oui, il y a beaucoup de. Donc ça, c'est le physique, et puis le troisième, c'est l'envie. C'est ça qui est le moteur, et c'est cette passion dont on parle. Et je pense que ça, quand s'il y a un des trois conditions qui sont plus réunies, ça ne marche pas. Et le mental. Alors le mental, c'est l'expérience qui va faire qu'on va être capable de comprendre comment ça se passe. Le mental, il agit quand on est sur place. Ça, les trois conditions, c'est vraiment des conditions réunies pour pouvoir partir, pour pouvoir mettre un pied dans l'avion. Puis après, il y a les capacités, les compétences physiques, mentales et autres qui sont des aptitudes à avoir pour être sur la montagne. Ça, c'est encore une autre histoire. Le rapport entre l'entreprise et la personne qui va au sommet, vous en parliez tout à l'heure, c'est uniquement un rapport financier de sponsoring? Non. Le rapport, alors, il y a deux volets. Il y a, pour me permettre de partir en expédition, donc il faut que je trouve un financement. Donc ça, c'est une recherche de fonds. Recherche de fonds. Là, mes sponsors, aujourd'hui, c'est essentiellement des entreprises, hein, des sociétés. Voilà, ça, c'est des sociétés genevoises. J'ai un laboratoire pharmaceutique, j'ai une banque, j'ai des fondations, j'ai Millet, Grivel pour l'équipement, etc. Donc ça, c'est les partenaires, c'est les gens qui ont... J'ai presque envie de dire qu'il y a une part de mécénat, hein, donc de gens qui ont un coup de cœur pour ce projet et puis qui m'aident à financer donc les expéditions. Et après, il y a la relation avec là, c'est devenu c'est des clients, c'est des entreprises qui me mandatent pour aller dans leur entreprise pour des conférences ou des séminaires et des choses comme ça pour faire un partage avec l'analogie et travailler sur cette analogie entre l'entreprise et les ascensions. Justement parce que le message que vous développez est un message très fort, qui est celui, on l'a dit tout à l'heure, de la dynamique d'équipe, de la volonté aussi d'aboutir et d'assouvir un désir. Et c'est également le fait de savoir renoncer parfois. Et ça, c'est peut-être aussi une leçon que l'on devrait avoir, les chefs d'entreprise ou un certain nombre de décideurs, et de ne pas s'obstiner. Et là, vous avez été marqué par certains aléas climatiques qui vous ont fait renoncer à certaines envies. Le renoncement, ouais, ça c'est un truc. Quand on ne connaît pas, on ne sait pas trop comment ça se passe en fait, hein. Et du coup, c'est devenu d'ailleurs un des secrets. Donc les secrets, c'est effectivement donc des leçons, et le renoncement, c'est carrément un chapitre. Donc il y a le renoncement, on est souvent à bout touchant de quelque chose, et puis il y a une décision qui doit être prise et qui va complètement à l'encontre de ce qui était prévu. Et si je prends donc les expériences de renoncement que j'ai eues en Himalaya, il y en a une très forte qui a été donc avec François Damilano. Je pense que François Damilano, c'est un nom que vous connaissez sûrement. Hein, c'est quelqu'un qui habite pas très loin d'ici et qui est un Sartois exemplaire. Voilà, d'origine. Mais François est connu pour être vraiment le pionnier et qui a démocratisé la technique, enfin la pratique de la cascade de glace à l'époque. Et il a tellement de cordes à son arc. Hein. C'est donc guide de haute montagne, écrivain, cinéaste. Et quand je lui ai annoncé que je partais à l'Everest en 2014, il m'a dit « Ah, je viens avec toi, je vais faire un film ». Et François, on s'est rencontrés sur le camp de base du Chichapangma en 2012. Lui, il guidait une petite expédition française. Et puis moi, j'étais sur une expédition suisse, sauf que les Suisses, c'était des Suisses allemands. Et donc, j'avais du suisse allemand dans la tête toute la journée. De temps en temps, j'allais chez les Français. J'ai dit, mais parlez-moi français, là, j'en peux plus du suisse allemand. Et c'est comme ça que j'ai connu François Damilano. Et après, donc, on s'est revus ici à Chamonix. Et
Et c'est vrai que l'initiative de venir faire un film, c'est son initiative. C'est pas moi qui ai dit, tiens, je cherche un cinéaste pour venir faire un film. Et quand vous avez François Damilano qui vous dit, je t'accompagne pour faire un film, vous dites, ah ouais, d'accord, ah ouais, super, on va s'organiser, on va trouver les sous et tout. Et donc François m'a accompagné en 2014 à l'Everest. On était sur le versant tibétain, donc on avait fait la voie, donc l'arête nord-est sur la voie tibétaine. Et il y a un film donc, qui s'appelle « On va marcher sur l'Everest » avec des images absolument sublimes du sommet. Enfin, donc c'est l'histoire. Donc il s'est mis dans mes pas et il raconte l'histoire de l'ascension de l'Everest, le type d'ascension donc contemporain avec une expédition guidée, donc avec laquelle on était parti à l'époque. Et puis après, il est revenu avec moi en 2016 quand je suis allée au K2 pour la première fois. Et pareil avec sa caméra. Et on a fait un film qui s'appelle K2, une journée particulière. On parlait donc d'une journée particulière qui est aujourd'hui. Et donc le film s'appelle K2, une journée particulière. Et pourquoi il s'appelle comme ça? Parce que cette journée particulière, on a eu donc une avalanche. Nous étions au camp 1. Vous savez, il y a des camps d'altitude dans ces grands sommets. On était au camp 1. Et donc il y a une avalanche qui a balayé notre camp 3. Donc on était sur ce qu'on appelle le summit push, vraiment donc l'assaut final, les derniers jours. Et donc cette avalanche a balayé complètement notre camp d'altitude où nous avions stocké tout notre matériel pour pouvoir tenter l'ascension. Et Dieu merci, il n'y avait personne ce jour-là. Donc nous on était au camp 1 et l'équipe des Sherpas était au camp 2. Il n'y avait personne encore au camp 3. N'empêche que ça nous a totalement neutralisés. Et nous, au camp 1, on a eu le souffle de l'avalanche, mais Dieu merci, elle est passée dans la vallée d'à côté parce que sinon, je serais vraisemblablement pas là pour vous raconter l'histoire. Donc, ça, c'est vraiment... et on est là, on est en plein effort, en pleine ascension et autres, et on a quelque chose qui nous interrompt et autres. Et ça, c'est un renoncement, j'ai envie de parler d'un renoncement forcé. C'est un facteur extérieur qui nous empêche de... Donc c'est une sorte de renoncement, de fatalité, parce que de toute façon, on n'a plus d'équipement pour continuer. Et là, tout le monde, les gens qui nous entouraient, nous ont dit, mais tellement soulagés et contents, parce qu'il ne nous est rien arrivé. Mais nous, finalement, on était très, très tristes, parce que ça nous a coupés dans notre élan pour pouvoir atteindre ce sommet. Donc ça, c'est une forme de renoncement qui est imposé par un facteur extérieur. Donc, ce n'est pas une incapacité la finalité est un échec, mais c'est un échec qui vient par une cause extérieure. C'est comme le tremblement de terre de 2015, le grand tremblement de terre au Népal. Moi, j'étais au Makalu, sur les pentes du Makalu, quand il y a eu le tremblement de terre. Ça a commencé à tanguer dans tous les sens et tout. C'était quelque chose d'assez étonnant. On était loin, le Makalu quand même est assez loin de l'épicentre, malgré tout. On faisait un portage au camp 1, dans le brouillard, on ne savait pas du tout, il y a des gros blocs de sérac qui nous sont commencé à tomber dans tous les sens. On dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et puis à la radio, on a vite compris ça, et donc après, évidemment, on a interrompu l'expédition, donc ça c'est un renoncement aussi avec un facteur extérieur. Et après, en 2017, je suis partie au Kanchenjunga. Donc Kanchenjunga, ça vous dit? Kanchenjunga, c'est le 3e plus haut sommet. Après l'Everest, le K2, il y a un gros sommet qui s'appelle le Kanchenjunga, qui culmine à 8585 mètres, qui est à la frontière de l'Inde et qui est vraiment, mais ce n'est pas une montagne, c'est des massifs. Donc c'est une ascension très très dure dans le sens où le summit push, donc du dernier camp d'altitude, donc le camp 4 jusqu'au sommet, il y a 1200 mètres de dénivelé. Donc c'est le 8000 où il y a le plus de dénivelé du dernier camp jusqu'au sommet. Donc il faut y aller, quoi. Déjà ici on fait 1200 mètres, on est calmé, donc là-bas c'est... Et donc en 2017, donc la première tentative,
On a fait demi-tour à 8200 mètres. Et pourquoi? Parce qu'on a eu une erreur de logistique et probablement excès de confiance, probablement pas mal de choses qui n'ont pas bien fonctionné dans cette expédition. Toujours est-il qu'on n'avait pas assez de cordes. C'est un peu bête, hein? Donc ça, je le raconte comme ça d'une façon légère aujourd'hui, mais voilà, c'est des erreurs. Alors on apprend des erreurs, ça c'est sûr, mais probablement un excès de confiance, un excès de confiance où on n'a pas été assez vigilant, on n'a pas contrôlé suffisamment le matériel. C'est comme si on ne va pas compter le nombre de bouteilles de gaz pour pouvoir faire de l'eau quand on est dans les camps d'altitude, on se met en échec parce qu'on ne pourra pas manger. Donc c'est des choses, on est dans de la survie. C'est vraiment des conditions vitales dans un contexte comme ça. Donc ça a été l'erreur de 2017. 2018, j'y suis retournée. Printemps 2018, j'ai remis tout en place et on est retourné au Kanchenjunga. Et là, j'ai fait demi-tour à 8411 mètres. Voilà, je vous laisse faire le calcul. C'était... Et là, de nouveau, mais là, on est toujours dans le renoncement. Ça, c'est un renoncement, et pour moi, c'est la vraie définition, parce que c'est la décision que j'ai prise de faire demi-tour. Et là, dans le contexte dans lequel on était, tous les membres d'expédition avaient fait demi-tour, à part 2 membres d'expédition qui étaient devant moi. Et on a eu un échange, la partie sommitale, donc les 130 mètres qui restaient, n'était pas fixée, donc il n'y avait pas de corde, il n'y avait rien du tout. Et j'ai dit, moi, je veux qu'on s'encorde pour continuer. Il faut s'imaginer, on est à 8400 mètres. On a commencé à 8h ou 7h la veille. Il est 15h de l'après-midi. Donc, on a fait déjà l'ascension pendant ces 10 ou 15 heures ou je ne sais pas combien. On est avec nos masques d'oxygène. Il y a l'hypoxie. L'hypoxie, je peux vous parler de l'hypoxie pendant des heures. L'hypoxie, c'est quand même cet état où on manque d'oxygène, où toutes les facultés sont altérées. Donc, il y a une réflexion qui est complètement altérée et qui fait que la communication devient extrêmement difficile. Et on ne se parle pas comme on se parle là, entre nous. C'est avec le vent, enfin, toutes les conditions. C'est pour ça qu'on parle de situations extrêmes. Et là, il y a eu une incompréhension. On ne s'est pas compris. Moi, je voulais redescendre. Le Sherpa qui m'accompagnait avait plus d'oxygène, donc je lui ai dit de redescendre. Et avant de redescendre, je voulais récupérer un brin de corde et un piolet supplémentaire pour pouvoir continuer. Et en fait, les compagnons là avec qui j'étais, on s'est mal compris. Moi, j'ai dit, je vais juste chercher une corde et puis le piolet. Et en fait, ils ont compris que j'allais redescendre. Et le temps que je descende, que je récupère le piolet et la corde, quand je me suis retournée, ils étaient partis. Et là, quand on sait qu'on progresse à ces altitudes en moyenne entre 3 et 5 secondes par pas, mettez-vous debout, puis vous allez voir, essayez voir. Vous matez, ça fait 1, 2, 3. Et on s'arrête. C'est à peu près en moyenne le temps de progression à ces altitudes. Vous essayerez dans votre salle de bain demain matin, vous allez voir. C'est très, 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 très lent. Et donc, j'ai vraiment pris conscience que je n'allais pas être capable de les rejoindre. La distance qui nous séparait déjà était trop grande. Je n'allais pas être capable de les rejoindre. Et surtout, si je continuais, eux n'allaient certainement pas m'attendre à la descente. Et j'allais me retrouver toute seule et la dernière sur la montagne. Et sur un grand sommet comme ça, il vous arrive quoi que ce soit, une entorse ou n'importe quoi, c'est la mort. Donc j'ai dégainé mon appareil photo, j'ai fait une photo, puis je suis redescendue. Voilà. Ça, c'est le renoncement. Mais là, de nouveau, je suis super contente d'être là pour vous raconter l'histoire. Oui. Oui, tout à l'heure, vous avez dit qu'en 2012, il y avait 15 femmes qui avaient fait plus d'une nuit. Non. Qui ont fait 2
8000 en une saison. En une saison. Bon, ok. Est-ce que, bon, il y a 14 sommets, hein, je crois, depuis 8000, Himalaya. Est-ce que, comme les hommes, les femmes ont tous, certaines femmes, les ont fait, les 14? Alors aujourd'hui, il y a 3 femmes qui ont fait les 14-8000 et une qui, moi je pense 4, mais il y a une coréenne, une femme coréenne qui a un sommet, justement le Kanchenjunga, dont je viens de vous parler, qui a son sommet, ce qu'on dit contesté. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pu ramener de preuves suffisantes pour valider son sommet. Et au total, juste pour donner 3 chiffres, il y a 43 personnes, femmes comprises, qui ont réussi le challenge des 14. Ça ne fait pas beaucoup. Hein. Alors, plus difficile encore, est-ce qu'il y a eu, homme ou femme, là, on ne discute plus, des handicapés moteurs qui ont réussi à monter à 7000 et au-delà? Aidez, hein. Je pense à Jules Janssen, qu'on trimballait en chaise à porteur au sommet du Mont Blanc. Il n'était pas handicapé, hein, spécialement. Mais bon, c'était à l'époque, avec toute sa ribambelle, etc. Bien. Par l'analogie rapide. Hein. Donc voilà, est-ce que effectivement... Je ne connais pas les statistiques des handicapés au sommet des 8000, mais j'imagine qu'au sommet de l'Everest, il y a dû y avoir quelque chose. Parce que comme il y a tout eu, et qu'il y a beaucoup de gens, et en fait, la tendance actuelle fait qu'il faut faire des premières. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Hein, la presse va s'intéresser qu'à des premières et tout le monde va s'intéresser que si on est premier à faire quelque chose. Et ce que je trouve un peu dommage, parce que ce n'est pas parce qu'on répète quelque chose que ça dévalorise l'exploit ou l'aventure. Mais aujourd'hui, il faut faire des premières. Et notamment, il y a, je cite juste cet exemple qui, moi, fait quand même sourire, il y a un Bulgare qui fait des 8000 et qui veut être classé pour être le premier vegan. Si. À faire les 14. Alors, il a une liste, quand vous allez sur son site, il a une liste des sommets qu'il a fait avant, quand il mangeait encore de la viande. Et puis, entre-temps, il est devenu vegan. Et après, il a les sommets qu'il fait comme il est vegan. Et donc, il y a une database, donc il y a l'Himalayan Database qui a été initiée dans les années 50 donc, par Miss Holly, qui est donc Elizabeth Holly. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette américaine formidable qui est décédée il y a 3 ans, là, à 94 ans. Et qui a tenu donc le registre des statistiques et qui était vraiment donc moi je connais très très bien la personne qui le succède et qui a travaillé 15 ans avec elle, qui s'appelle Billy Biering, et qui un jour j'ai dit mais est-ce que tu vas classer les véganes, on va où? Et elle me dit non, ça il y a des choses, après on va partir chez les végétariens et je sais pas quoi, etc. Donc mais probablement, quand même, pour répondre à votre question, j'imagine qu'il y a dû y avoir des aventures comme ça pour pouvoir avoir un record et des Guinness ou de je ne sais quoi. Donc, moi, je suis contente parce que tout ce que je fais, ça a déjà été fait. On connaît en tout cas de bonnes adresses pour nourrir les véganes. Mais... Je voulais savoir si dans une expédition, il y avait un chef, entre guillemets, comparable à un capitaine sur un bateau. Ou est-ce que les décisions sont prises en communauté avec un certain nombre de personnes responsables de l'expédition? Alors c'est une bonne question, parce que pour moi, il faut distinguer 2 types d'expéditions. Et surtout par rapport aux expéditions. Donc les grandes premières expéditions, donc des années, les conquêtes de l'Himalaya, oui, il y avait un chef d'expédition, il y avait un leader, et c'est lui qui décidait, c'était comme Edmond Hillary sur l'Everest, etc. Donc c'était des expéditions nationales, c'était vraiment une gloire pour le pays qui était sélectionné pour avoir le permis d'ascension sur les montagnes à conquérir. Donc ça, oui, à l'époque, c'était comme ça. Après, il y a la vague dans les années 90 qui a démarré, qui est celle, donc, ce qu'on appelle, d'une façon, je pense, un peu péjorative, mais qui a le terme d'expédition commerciale.
et que moi je vais appeler plutôt expéditions guidées, c'est-à-dire que ce sont des expéditions qui sont dirigées par un guide de haute montagne. Donc vous avez un leader, il y a un guide de haute montagne qui va emmener donc des clients, qui peut être, ça reste souvent des expéditions nationales aussi, parce que c'est souvent des agences occidentales qui emmènent des clients donc sur un sommet, et là qui joue quand même le rôle de leader, qui va vous dire, moi c'est ce que j'ai fait au début, c'est des expéditions comme ça. Au début, j'avais un guide de haute montagne qui nous donnait les instructions, qui lui recevait les bulletins météo, et puis on suivait pour pouvoir faire l'ascension. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les expéditions internationales. Et moi, ça, c'est ce que je fais depuis quelques années, qui sont donc des expéditions où, en fait, alors, il y a un leader d'expédition, mais c'est pour le permis d'ascension. C'est pour les papiers, pour tous les permis, pour tout ce qui est le paperasse à Katmandou, si on prend le Népal. Et après, donc, ce sont des gens, des membres d'expédition qui se coalisent sur un même permis pour pouvoir mutualiser la logistique, pour pouvoir répartir les coûts de logistique. Mais après, une fois qu'on est sur la montagne, moi, je suis complètement indépendante. Et je travaille donc avec Sangé, le Sherpa avec qui je fais un binôme, hein, et on est vraiment ensemble. Je décide. Il y a le décisionnaire, la personne que je vais suivre, en fait, finalement, le plus, on en revient à Yann, parce que c'est lui qui va me donner le go pour une météo, qui va me permettre de monter, faire mes paliers d'acclimatation, monter en altitude et autres. Mais mon compagnon belge qui est à côté de moi, si lui, il n'a pas envie de monter à ce moment-là, il montera un autre jour ou il prendra un autre créneau. Alors après, sur ce qu'on appelle les summit push, souvent, comme les fenêtres météo sont quand même assez réduites, c'est souvent qu'on va quand même partager nos informations et on va tenter souvent les sommets ensemble. Il y a un très bel exemple de démarche participative en situation extrême, c'est cet exemple que donne le groupe militaire de haute montagne et qui a présenté ici même, il y a plusieurs années, un film sur la cordillère de Darwin, qui est un très bel exemple de démarche participative avec des prises de décision qui sont fondées non pas sur le grade, puisque c'était des militaires, mais sur les compétences et sur les regards croisés que les uns et les autres pouvaient avoir pour argumenter leurs décisions et continuer ou, en revanche, renoncer. En l'occurrence, ils n'avaient pas trop le choix. Jean-Jacques ? Une question sur l'hypoxie. Deux sous-questions. La première, c'est vous avez fait les 7 sommets avec oxygène ou vous en avez fait certains sans oxygène? Et deuxièmement, intuitivement, j'avais plutôt la notion que quand on le faisait avec le masque à oxygène, on était moins soumis à l'hypoxie puisqu'on respire de l'oxygène. Mais vous semblez dire que malgré tout, on a les effets de la haute altitude qui se font sentir. Oui. Oui. Alors, sur Alors aujourd'hui, là, le livre s'arrête en 2017. Donc aujourd'hui, maintenant, j'ai 11 sommets. Et j'ai fait certains avec oxygène et certains sans. Hein, notamment au Pakistan, donc le Kasher Brom 2, le Broad Peak et tout ça, ce sont des sommets que j'ai fait sans oxygène. Donc j'ai vraiment, je sais la différence qu'il y a entre avoir ou sans. Mais il faut être conscient, il faut comprendre que quand on progresse avec l'oxygène, donc déjà, on en emmène peu, hein, à part des exceptions où les gens vont payer des Sherpas supplémentaires pour leur monter leurs bouteilles, etc. Mais ça, de nouveau, c'est des exceptions. Sinon, on a 1 ou 2 bouteilles maximum. Donc, le débit d'oxygène reste toujours très faible. Donc, moi, je dis que l'oxygène, c'est une béquille. D'accord ? C'est une béquille et qui va peut-être entre les 3 et 5 secondes par pas, va peut-être faire gagner 1 seconde au niveau de la récupération. Mais en aucun cas, ça rend la chose facile. Hein, de nouveau, je pense qu'on a une fausse image. C'est t'as fait avec oxygène, donc c'est facile. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et alors, ça facilite. Et moi, j'ai pris souvent l'oxygène moi, je prends toujours depuis le dernier camp jusqu'au sommet. Je prends jamais d'oxygène avant. Et c'est très souvent, même dans la nuit de l'ascension ou autre, que je décide de prendre l'oxygène. Non pas parce que je suis pas capable,
mais parce que très souvent, j'ai pris l'oxygène sur des sommets comme le Manaslu ou le Choyu et autres, parce que j'ai froid. Et l'oxygène permet de redynamiser la circulation du sang. Et comme j'ai envie de garder mes 10 doigts et mes 10 orteils, plus possible, hein, donc que j'ai encore aujourd'hui, c'est surtout grâce à ça que certes, sur certains sommets, j'ai pris la décision de prendre de l'oxygène. Oui, une question, puis... Oui, en parlant d'oxygène, que pensez-vous de l'ascension de Kian Jornet l'Everest? Alors, très brièvement, je n'ai pas à avoir une opinion là-dessus. Kylian est quelqu'un, c'est un athlète complètement hors norme. C'est quelqu'un qui a un physique extraordinaire. C'est quelqu'un comme Ulichtek à l'époque, avant qu'il décède au NUPC, qui sont des gens totalement hors normes. Et donc, il ne faut absolument pas essayer de se comparer ou autre sur la pratique de Kylian en Himalaya. Elle est à risque énorme. Et pourquoi il a fait 2 ascensions? Certainement, c'est parce qu'il avait, de nouveau, on parlait de preuves de sommet. Il a manqué de preuves de c'est ça. Et après, il y a une communication sur ce qui fait qui est très médiatisé, mais Kylian était en face nord, hein, donc c'est la voix que j'ai fait moi. Il y a certaines choses qui sont annoncées, comme quand il dit qu'il n'a pas d'assistance corde ou autre, c'est juste pas possible. On ne peut pas passer le 2e ressaut sans corde. Donc, soit il avait un petit parapente qui l'a permis de voler, mais je ne sais pas. Je ne sais pas comment... Donc voilà, après, c'est des choses qui sont un tout petit peu déformées, probablement par les médias, probablement par la notoriété de ce qu'il fait, mais en aucun cas ça retire quoi que ce soit en l'exploit qui est fait. Mais c'est ce que je dis, c'est des gens qui ont un organisme juste extraordinaire. Hein, donc moi, je me considère comme une femme ordinaire. Des sprinteurs de l'Himalaya, des sprinteurs de l'Everest. Yannick Non, Patricia. Revenons terre à terre. En cas de renoncement, comment réagissent vos sponsors? Qu'est-ce qui se passe? Et voilà, est-ce que vous avez je sais pas. Qu'est-ce que vous devez à vos sponsors en cas de renoncement en fait? Il n'y a pas de garantie. Alors déjà, il n'y a aucune obligation de résultat. Ça. Non, mais c'est... Moi, je suis très, très vigilante avec ça, parce que justement, on ne peut absolument pas rentrer dans des obligations de résultat. Et un sommet, j'ai presque envie de dire que c'est la cerise sur le gâteau de toute l'aventure, de tout le cheminement. Alors, on y va pour aller au sommet, bien sûr, mais voilà, il y a des facteurs qui vont faire que peut-être ça va pas être possible. Donc c'est pour ça que tout à l'heure j'ai évoqué aussi c'est presque plus du mécénat. C'est des gens qui aiment mon histoire et qui ont envie de m'aider. À part les marques qui ont... D'ailleurs, je devrais avoir un petit logo Millet là. Hein, donc Millet, voilà, c'est dit, c'est fait. Région Auvergne-Rhône-Alpes pour nous. Mais voilà, on est plus dans du partenariat et bien entendu, voilà, c'est des gens qui me donnent de l'argent pour me permettre de me mettre les pieds dans l'avion et de partir en expédition. Alors il y a des contreparties, mais qui sont sur place. Quand je reviens, j'ai des conférences, je vais avec les collaborateurs des entreprises ou des différentes choses. On fait des images, il y a un reporting, il y a des photos, il y a des films qui ont été faits aussi. Donc, mais voilà, il n'y a pas d'obligation. Et d'ailleurs, les sommets qu'on n'a pas réussi, et typiquement si on revient sur le K2 de 2016 avec ce film, donc K2, une journée particulière, c'est le film que j'utilise le plus en conférence ou en entreprise. Pourquoi? Parce que c'est un échec,
Et ça permet donc après ce film d'expliquer comment on se remobilise, comment on remobilise une équipe, comment on repart. Et puis, avec la réussite, parce que je suis arrivée au sommet du K2 en 2018, donc je l'ai réussi en 2018, de faire comme ça une boucle qui permet d'inclure donc vraiment différentes étapes, et notamment de l'échec. Et comment on travaille avec l'échec pour pouvoir repartir. Voilà. Donc pour les sponsors, il n'y a ni frustration ni cauchemar. C'est ça. Ils poursuivent. En tout cas, si jamais un jour ils sont frustrés, il faut nous les envoyer. On essaiera d'aboutir. Quand ils sont frustrés, ils donnent plus de sous et puis il faut que j'en cherche un autre. Hein. C'est ça la réalité. Parce que dans le projet, je dois dire que vraiment, ce qui est le plus difficile quand même tous les ans, c'est de trouver le financement. Ouais. C'est pas... Et d'ailleurs, ça donne une idée un peu faussée parce que quand vous faites un livre, quand vous avez des films, quand on vous voit 2-3 fois à la télévision et autres, et puis avec des logos sur les doudounes et autres, et dire « Ah, mais elle a réussi, elle a plein de sous et tout ». Mais c'est pas ça du tout. La réalité, c'est pas ça. Il y a beaucoup de dépenses. C'est pas ça. Ouais. C'est difficile de trouver. On a un généreux donateur là sur la droite. À propos de sous, justement, donnez-nous un aperçu de combien coûte une expédition en Himalaya en moyenne. En moyenne, on est à 25 000 $. En moyenne. Voilà. Après, il y a des exceptions sur les grands sommets, comme alors l'Everest aujourd'hui, on est en moyenne à 50 000. Il y a des agences type américaines et autres qui donnent des services un petit peu. Ça monte à 100 000. Mais le permis d'ascension, donc on paye, hein, donc chaque montagne est régulée et donc on doit payer un permis d'ascension pour monter. Donc celui évidemment le plus cher, c'est l'Everest et qui est à 11 000 $ aujourd'hui. Donc c'est le ticket pour vous mettre les pieds au camp de base. Voilà. Donc mais ça, de nouveau, l'Everest c'est un sujet en soi. L'Everest c'est un monde à part dans l'Himalaya et le reste des permis. Même au Pakistan, hein, donc, qui sont même les K2 et autres, on est entre 1 000 et 2 000 $ pour les permis d'ascension. Et après, c'est toute la logistique et on tire le fil en fonction donc, de... Oui. Donc, c'est pour ça. Mais en gros, une logistique classique, on arrive à entre 20 et 25 000 en moyenne. À titre de comparaison, la directissime pour accéder au Jardin des Cimes, c'est 5 €. Voilà. D'autres questions? Ouais. Et votre oui, Jean-Jacques. J'ai remarqué tout à l'heure que vous mentionniez 3 pays qui englobent la chaîne de l'Himalaya et vous avez dit le Tibet et non pas la Chine. Donc je voulais savoir un peu quelles étaient les conditions particulière quand on part du Tibet et de Chine actuellement, oui. Parce que c'est quand même, j'imagine, le permis est à régler auprès du gouvernement chinois. Alors en fait, il y a une entité donc, qui s'appelle le TMA, qui est le Tibetan Mountaineering Association, et c'est eux qui régulent toute la logistique sur le versant chinois. Donc on a affaire à ces gens-là. Et par contre, c'est le gouvernement qui donne le OK ou pas d'ouvrir les frontières sur l'ascension donc des... Entre Pakistan, Népal et Chine, où est-ce que c'est le plus compliqué de monter une expé? Ça reste le Tibet, ça reste la Chine. Ouais. Parce que justement, il y a des aléas, donc il y a des saisons où ils ferment. On ne sait juste pas pourquoi ils ferment si on prend l'exemple de l'année dernière, hein, donc de 2019... comment? Il y a des saisons où ils se bagarrent avec les Pakistanais. Alors non, mais alors il y a certainement il y a beaucoup de choses, des implications politiques, hein, mais par exemple, si on prend la saison d'automne 2019, le Tibet était fermé. Donc l'ascension donc du Shishapangma et du Choyu, qui sont les 2 sommets avec l'Everest. Mais en l'automne, c'est le Shishapangma et le Choyu qui se gravissent en automne, n'était pas possible. Et je pense que vous avez dû entendre parler de NIMS, ça vous dit quelque chose? NIMS qui est donc Nirmal Purjal,
qui est ce Népalais l'année dernière, qui a réussi donc le challenge absolument incroyable de gravir donc les 14 8000 sur l'année 2019. Donc il a enchaîné tout. Et donc les derniers qui lui manquaient, donc c'était le Shishapangma et le Choyu à l'automne 2019. Et donc il a réussi parce que c'est un ancien membre des services spéciaux de l'armée britannique. Donc c'est les Gorkhas, les fameux Gorkhas qui sont enrôlés, donc les Népalais qui sont enrôlés dans l'armée britannique. Et lui faisait partie des forces spéciales. Et il a quitté donc son poste de l'armée pour se dédier à ce projet-là. Mais l'influence qu'il avait grâce au gouvernement britannique, le Népal qui a fait pression, lui ont laissé l'ouverture. Et donc c'est le seul, l'année passée, qui a pu avoir une autorisation pour aller au Shishapangma et au Choyu sur 2019. Donc voilà, il y a des... Mais ça reste quand même le Tibet. Alors, l'influence de la Chine, donc maintenant quand on va à Lhasa, est très très forte. Ils ont fait des gros travaux donc au niveau de l'infrastructure. Maintenant, la première fois on allait en jeep sur des sentiers donc non carrossables pratiquement pour atteindre le camp de base. Aujourd'hui, il y a presque une autoroute. Donc il y a différentes choses comme ça qui sont en train de voir que la Chine grignote son influence au niveau du Tibet. Mais qui sont, il faut le dire d'une façon assez objective, qui rendent service à la population aussi. Ouais. Donc ce n'est pas tout noir ou pas tout blanc, il y a quand même des choses où les gens ont quand même un intérêt sur cette influence tibétaine. Eh bien, on change de domaine, mais on voit bien que la montagne est parfois un instrument des relations politiques internationales. Ouais. C'est ça. Avec James Bond, bien sûr, à 8000. Et encore faut-il maintenant trouver la James Bond girl. Il n'y en a pas tant que ça. Tu voulais poser une question ? Non, attendez, une question pour madame. Non, mais c'était parce qu'on parlait d'argent, de finances, etc. Et je me demandais si les Sherpas étaient vraiment bien payés. Oui, alors absolument. De nouveau, on est sur des clichés qui sont là depuis longtemps, mais depuis de nombreuses années maintenant. Alors je parle moi des Sherpas, donc les climbing Sherpas, donc les Sherpas qui montent et qui viennent avec nous. Donc c'est des gens qui sont très bien payés aujourd'hui, qui sont quand ils redescendent dans la vallée, donc parce qu'ils vivent tous à Katmandou aujourd'hui, qui sont vraiment dans le haut des salaires et ils arrivent avec une expédition, s'ils se débrouillent bien, à nourrir leur famille pendant toute l'année. Donc, c'est des gens qui sont bien payés. Au niveau du matériel, ils sont équipés exactement comme nous. Donc, Après, il faut dissocier les porteurs de basse altitude. Mais c'est des gens qui arrivent à survivre, surtout dans le Khumbu, donc dans la vallée de l'Everest, ou dans les grandes vallées. Donc, on peut prendre aussi la vallée du Makalu, la vallée du Kanchenjunga. C'est des gens, on est là aussi pour leur amener du travail. Et pareil, on parle beaucoup, il y a ce cliché aussi au Pakistan, donc des porteurs qui sont exploités, etc. Il faut savoir qu'on est accueillis, mais à bras ouverts. Les gens nous attendent parce qu'on est leur seule source. Donc on parle des régions du nord du Pakistan, donc qui sont les régions du Gilgit-Baltistan, où il y a donc la frontière justement encore avec le Tibet, là où la seule source de revenus de certains villages ne réside que dans le portage donc, pour les expéditions sur le Baltoro. Donc, de nouveau, il faut relativiser. Ce n'est pas blanc ou noir. Il faut quand même arriver des fois à relativiser. Et ces gens, on est accueillis d'une façon très, très chaleureuse par ces gens-là. Et cette année, qui est une année quand même très particulière, doit être très, très compliquée pour eux. Et moi, je reçois beaucoup de messages en disant qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Ces gens n'ont pas de travail. Quand ils n'ont pas de travail, ça veut dire qu'ils n'ont pas de salaire, donc ils n'ont pas de quoi manger. Donc je pense, dans ces régions, et même au Népal, le Covid va faire plus de morts de faim que du virus. Il ne faut pas se tromper.
On a vu au cours des 30 ans du Salon du Livre et au cours de cet été, puisqu'on a reçu un guide d'une autre génération là, au début juillet, là, Georges Payot, on a vu que le regard posé sur les Sherpas et sur les porteurs s'était considérablement amélioré au cours de ces dernières années grâce à une nouvelle génération d'alpinistes comme Sophie. Oui, et puis aussi, c'est que il y a la mondialisation, il y a Internet, hein, il y a plein de choses. Et ces gens, donc les Sherpas, aujourd'hui, ils ont tous un portable dans la poche. Et puis, donc, ils savent ce qui se passe. Et il y a vraiment une nouvelle génération donc, qui est beaucoup plus éduquée. Donc, ils parlent pratiquement tous anglais, avec un niveau plus ou moins OK. Mais bon, donc, il y a un moyen de communiquer qui est bien supérieur à ce qu'il était, même il y a une dizaine d'années, moi, quand j'ai commencé à y aller. Et il y a toute une jeune génération qui aime l'alpinisme. C'est plus un job de porter, juste faire du portage et d'amener les choses d'un point à un autre. C'est des gens, il y a des écoles d'alpinisme. Aujourd'hui, il y a une soixantaine, c'est peut-être pas, les gens ne le savent pas, mais il y a une soixantaine de guides UIAGM certifiés internationaux népalais, hein, qui a été aujourd'hui. Alors, ils sont exemptés du ski. C'est une norme qui est vraiment à l'initiative de l'ENSA et des guides français qui ont permis. Donc, il y a les guides népalais qui sont dans ce cas-là, les guides boliviens qui ont donc la certification UIAGM, mais ils sont exemptés du ski parce qu'il n'y a pas de ski dans leur pays. Donc, du coup, ça fait donc un niveau technique, et ce qui n'est pas le cas au Pakistan encore. Le Pakistan n'a pas assez de volume, donc il n'y a pas encore d'école d'alpinisme. Et donc, ils ont quand même ils sont encore un cran en arrière. C'est pour ça qu'on amène les équipes népalaises au Pakistan aussi. Mais ils sont vraiment de plus en plus aguerris. Et si je prends l'exemple de Sangay avec qui je travaille, il a le niveau, l'Advanced Mountaineering, qui fait qu'aujourd'hui, il pourrait passer son guide, s'il voulait. Et les porteurs portent-ils toujours autant de tonnes de cigarettes ? Oh non, c'est ça aussi. Non. Ça aussi, par exemple, c'est régulier. Il y a 25 kilos, et puis on est avec les balances, donc c'est 25 kilos par personne, et le double de charge pour les yaks ou les mules. Donc après, c'est mathématique, et c'est le prix par charge par personne, ou par personne. Voilà une question. Oui. C'est peut-être une question qui fâche quand même. Avec toute cette évolution, ce tourisme qui aide, certes. Bon. Est-ce qu'il n'y a pas à craindre que pour aider les populations, on transforme les ponts de singes en transport par câble et de plus en plus haut? Bon, alors j'exagère là, hein, qu'on fasse des 7000 en téléphérique. On fait en face. Est-ce que les pays, conscient de ça, même conscient des frais. Bon. Alors, je ne suis pas Madame Irma, hein, donc déjà, je ne sais pas, mais on est loin de tout ça, vraiment. On est loin de tout ça, dans le sens où... Nous ne connaîtrons pas ça, mais c'est effectivement, tant qu'il y aura un attrait d'altitude de glace qu'on n'aura plus ici. Ok? Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas madame. L'Everest étant la montagne de la démesure, on peut tout attendre et tout espérer, ou tout redouter. Oui, mais c'est ça, de nouveau, l'Himalaya, c'est quand même 3000 km hein, de montagne. Et il y a l'Everest et il y a tout le reste de l'Himalaya. Et il y a, je crois, si je ne veux pas me tromper, encore les 2/3 de l'Himalaya qui sont des sommets vierges, qui n'ont jamais été... Il y a jamais eu un pied sur ces sommets. Donc il y a quand même une marge sur... même les grands sommets, même les 8000 connus, si je prends l'exemple du Gasherbrum 1 où j'étais moi l'année dernière et qui est commun avec le Gasherbrum 2, hein, le camp de base et le camp 1 sont communs et après ça se sépare pour aller faire les deux sommets, on était moins de 40 sur le camp de base.
pour les deux montagnes. Donc on est loin. Donc c'est pour ça que quand on parle de surfréquentation et de tous les problèmes, etc., c'est des problèmes qui sont liés à l'Everest, mais qui n'ont plus état d'être sur les autres montagnes, de loin pas. Oui, je voulais savoir, à 7000 mètres par exemple, en cas de problème au niveau des secours, tout ça, comment ça se passe, sachant que les hélicoptères ont un palier d'altitude, ils ne peuvent pas monter plus haut que... Alors c'est pour ça qu'on parle de sport extrême, parce qu'il n'y a pas de secours. Il n'y a pas de secours possible. Il n'y a pas la capacité, personne n'a la capacité physique de redescendre un corps, on va dire, je vais dire plutôt quand même au-dessus de 7005, 8000, dans ce qu'on appelle la zone de mort. Hein. La zone de mort, c'est au-dessus de 8000. On n'a pas la capacité. Donc une entorse, si vous n'avez pas la capacité de vous mouvoir seul, vous allez mourir. Donc, du coup, alors de nouveau, sur des grands sommets comme l'Everest, vous avez des équipes de secours. Donc, vous avez des armées de Sherpas qui vont monter pour aller redescendre des gens. Quand nous y étions en 2014, il y a une Polonaise qui était vraiment en perdition. Il y a l'équipe de secours donc, qui émane de Tibetan Mountaineering Association. Et c'est donc ils sont 12. Il y a 12 Tibétains qui sont montés pour la chercher et qui l'ont sauvée. Mais ça, c'est sur ces grands sommets quand il y a de l'organisation comme ça. Un Gasherbrum où il n'y avait personne, il n'y a personne. Donc c'est ça qui fait... Alors, les hélicoptères aujourd'hui au Népal arrivent à voler dans des très très bonnes conditions jusqu'à 6005. Et il y a eu des secours qui ont été faits autour de 6000. Mais au-delà, c'est juste pas possible. Pas possible. Quels sont vos projets maintenant sur l'Himalaya, puisque vous n'avez pas pu partir sur le Nanga, peut-être l'année prochaine ou... Alors là, je suis vraiment encore en stand-by là, sur la saison d'automne. On se serait vu la semaine dernière, je vous aurais dit je pars. Et puis là, je ne sais plus. Parce que c'est à la népalaise. Et donc c'est yes, maybe, but I don't know. Et du coup, donc dans la presse, donc tout ce qui est annoncé, donc les gens avec qui je parle régulièrement, le Népal a annoncé l'ouverture de l'aéroport international le 17 août, sauf que les avions n'ont pas encore leur slot. On ne sait pas si on doit prendre le visa à l'arrivée ou au départ. On ne sait pas si on doit avoir un certificat de Covid. On ne sait pas s'il y a une quarantaine. On ne sait juste rien du tout. Donc tout ça est en train de se mettre en place, mais ça reste quand même très très compromis pour 2020. Mais si tout d'un coup ça part, là j'aurais potentiellement le projet d'aller au Lhotse sur la saison d'automne, parce que ça m'intéresse d'aller au Lhotse justement cette année. Parce que donc, le Lhotse est un camp de base commun aussi avec l'Everest en face sud, hein, sur la voie népalaise. Et c'est commun même jusqu'au camp 4. Et au camp 4, au col sud, on part à gauche pour aller à l'Everest et on part à droite pour aller au Lhotse. Et ça m'intéresserait potentiellement d'y être cette année parce qu'avec tout ce qui passe, à mon avis, il y aura très peu de monde. Il y aura beaucoup, beaucoup moins de monde. 8511. Donc c'est... Mais ça reste quand même avec un gros point d'interrogation. Pour reprendre à votre question là, sur les secours en situation extrême, on peut vous renvoyer au livre d'Elisabeth Revol, Vivre, qui est publié chez Artaud et qui décrit bien à la fois le drame et les circonstances encore plus dramatiques du sauvetage dans ces situations-là. Et non seulement ça, mais le sauvetage d'Elisabeth Revol, c'est au Pakistan. Donc, c'est encore... donc, le secours est beaucoup, beaucoup moins organisé au Pakistan. Au Pakistan, c'est l'armée qui détient donc, les hélicoptères et qui détient le secours. Et donc, c'est encore les vieux hélicoptères russes donc, qui volent. Là, nous, au Gasherbrum 1, on a eu un sauvetage d'un jeune Pakistanais là, qui a eu le mal aigu des montagnes au camp 1, donc on est 5009, avec un temps absolument parfait, à peu près comme ça. Et l'hélicoptère est arrivé à se poser au camp 1 et pour
pour le sauver. Mais c'est encore plus difficile au Pakistan. Encore plus difficile. C'est combien déjà quand on arrive au Pakistan à l'armée pour éventuellement payer un secours? Combien c'est ça? C'est 15 000 $. 15 000 $, ouais, c'est ça. Alors au début, moi j'étais choquée par ça. Ça c'est intéressant, c'est quand même important de le savoir et de comprendre pourquoi. Parce que quand on arrive au Pakistan la première année, vous allez à un endroit qui s'appelle Askari Aviation, qui est une coquille commerciale qui émane de l'armée, qui vous encaisse 15 000 $ si vous voulez être secouru sur les montagnes là-bas. Et au début, j'ai dit, mais c'est quoi ce truc, quoi? Pourquoi? Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le Pakistan est dans la liste. Alors, ça a changé depuis 2 ans. 2 ans uniquement. Mais avant ça, le Pakistan est sur la liste noire ou la blacklist, ou je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, des pays à risque. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que précédemment, les gens partaient en expédition, avaient besoin de secours, actionnaient leur assurance, étaient secourus, et puis après, l'assurance, elle vous sort la petite ligne qui va bien en bas du contrat en disant « Nanana, Pakistan, on ne vous rembourse pas ». Et en fait, il y a un trou dans la caisse au Pakistan des secours de plus de 500 000 $ d'impayés des assurances occidentales. D'accord? Et donc, au bout d'un moment, ils en ont eu marre. Ils ont dit, bon, nous, on veut une garantie. Vous faites un dépôt de 15 000. On vous fait votre secours. Et si l'assurance fonctionne correctement, on sera remboursé et vous serez remboursé. Donc, ça devient légitime. Et il faut quand même comprendre ça. On revient et on est remboursé. On vient rechercher. Il y a peut-être une petite commission au passage, mais bon, c'est de bonne guerre. À titre de comparaison, les impayés des touristes étrangers aux hôpitaux du Mont-Blanc s'élèvent à un certain montant qui vous donnerait le frisson. Mais on a le percepteur. D'autres questions? Oui. Vous êtes venu à la Clusa avant le confinement avec 2 Sherpas que vous aimez bien. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre expérience à la Clusa? Avec un. Vous voulez apprendre à être moniteur? Comment? Vous voulez apprendre à skier, non? Ah, alors oui, c'est vrai, c'est passé dans la... Ouais, c'est vrai, oui. Alors, en fait, donc c'est Dawa Sangye Sherpa avec qui je travaille. Et en fait, moi, je suis, entre autres, de plein de choses que je fais au niveau associatif. Donc, je suis marraine, je suis ambassadrice pour Terre des Hommes, qui est une ONG suisse qui fait de l'aide à l'enfance. Et donc, je parraine les projets qui sont situés au Népal, essentiellement, avec des visites sur le terrain, etc. Et je suis aussi ambassadrice pour RECO. Et RECO, c'est un système de détection de victimes d'avalanches avec lequel on travaille beaucoup en Himalaya parce que c'est un système qui permet d'avoir une balise sur soi avec des petits détecteurs qui permet de retrouver certaines personnes en danger ou en avalanche. Et qui est un système global qui est beaucoup moins cher que les ARVA classiques qu'on a dans les Alpes. Et donc, moi, je fais des formations essentiellement avec les guides aussi au Népal. Et on fait de la sensibilisation à la nivologie, au risque d'avalanche avec beaucoup d'équipes de Sherpas. Et Sangye est opérateur RECO et il s'occupe de toute la logistique des réflecteurs à Katmandou. Et donc, cet hiver, pour le remercier de son travail, RECO a invité Sangye à venir en Europe. Et donc, il est venu pour la première fois en Europe et en février. Et donc, nous avons été invités. On a été donc le siège de RECO est à Stockholm, donc on a été en Suède. Et accessoirement, le but du voyage, donc il est resté 3 semaines, était de le mettre sur les skis. Et donc, j'ai un ami guide qui est instructeur RECO aussi et qui était venu faire une formation il y a 2 ans au Népal avec moi, qui est guide et qui est moniteur de ski. Parce que moi, je ne voulais pas lui prendre moi, parce que c'est mieux qu'il soit avec un garçon pour démarrer.
Hein, on garde les petits, voilà. Et donc, je l'ai mis dans les pattes de Daniel Trabert, qui est ce guide qui le connaissait. Et on était à la Clusaz pour les débuts du ski. Et quand je lui dis aujourd'hui, qu'est-ce que tu as préféré quand tu es venu en Europe? Ski, Didi, ski, ski. Et Didi, c'est grande sœur en népali. C'est un bel exemple de solidarité internationale. Et c'est une belle aventure humaine. Oui. Et d'ailleurs, moi, du coup, avec ce Covid, là où je tournais un petit peu en rond à la maison, je me suis mis au népali. Donc, j'apprends le népalais en ce moment avec une vraie prof de népalais qui est à Katmandou, et on fait par Skype des cours régulièrement. Donc, c'est aussi pour mieux communiquer sur place. On avait parmi nous, il y a 2 ans, un professeur de népalais à l'Institut, à l'école des langues orientales, Rémi Borde, qui s'est beaucoup immergé dans ce pays. Mais c'est difficile de trouver des profs de népali dans la région. À Genève, je n'ai pas trouvé, donc du coup, Skype, c'est bien. D'autres questions, Jean-Jacques? Vous êtes l'exemple qu'il y a des femmes himalayistes, mais parmi les porteurs et plus particulièrement les guides népalais de haute montagne, est-ce qu'il y a des femmes maintenant qui commencent à émerger? Il y en a une, oui. Dawa Yangzhou, qui a été certifiée guide UIAGM il y a 2 ans maintenant. Et elle était... Ça reste quand même assez macho le milieu des... Non, bon, vous prenez la proportion ici, je veux dire, je crois qu'il y a 2% de femmes guides de haute montagne en France. Ça, c'est encore un sujet. Et puis, plus on monte, et moins il y a de femmes. Hein, ça, c'est clair. Et du coup, c'est quand même intéressant, parce que moi, qui ne suis pas du tout dans ce cliché genré ou autre, mais je me rends compte que finalement, l'expérience en tant que femme peut rendre service, vraiment. Et peut inciter, et peut faire tomber certaines barrières, et peut faire... J'ai dit aux femmes, mais osez essayer, passer ces barrières et essayer de réaliser vos rêves. Et c'est pas parce qu'on est une femme qu'on doit se mettre forcément en retrait et autres. Et pour avoir assisté ou avoir été conviée justement à des conférences, des choses qui sont plus orientées comme ça pour... l'aide à la femme, ou même au Pakistan, j'ai été conviée à une conférence de presse qu'avec des journalistes femmes. Et c'était très, très intéressant. Et en fait, on est quand même des exemples pour ces jeunes femmes ou ces femmes qui essayent quand même et qui se battent beaucoup pour arriver à réaliser leurs rêves. Donc, c'est vrai que c'est intéressant quand même de partager. Donc, il y a une femme guide népalaise, et il y a de plus en plus de népalaises qui se mettent un petit peu à la montagne dans un contexte qui est quand même difficile, parce que le Népal, même si on a ce cliché aussi très gentil, bon enfant, toujours très souriant, tout, ça reste quand même un pays quand même assez macho, et les femmes, quand elles sont enceintes ou autres, il faut qu'elles restent, déjà il y a encore, je crois, plus de 80% des mariages qui sont des mariages arrangés. Et une fois qu'elles sont enceintes, elles doivent rester à la maison. Donc, elles doivent vraiment se battre beaucoup pour pouvoir passer ces étapes si elles ont envie de gravir ces montagnes. Donc, si avec ma petite expérience et modeste notoriété ou autre, ça peut aider, je le fais vraiment de bon cœur. Il ne faut pas oublier qu'en France, on était à un autre temps de l'histoire, il n'y a pas si longtemps. Mais oui, c'est sûr. Est-ce que le fait d'avoir été une femme, vous avez senti des réserves, des réticences, des oppositions, ou en revanche des encouragements? Est-ce que ça a été une difficulté particulière, ou en revanche pas du tout? Alors non, au contraire. Je pense que dans ce contexte-là, le fait d'être une femme et de réaliser un projet qui globalement est quand même beaucoup plus réalisé par des hommes est un avantage. Est un avantage parce que justement, moi, je me suis retrouvée sur des camps de base où j'étais la seule femme. Et du coup, exactement. On est un petit peu la petite princesse, et puis on a. Alors après, dans les camps d'altitude, les tentes et tout, c'est chacun. Et là, on met un pied devant l'autre comme tout le monde. Hein.
Mais il y a ce côté où on est respecté, où on est, non, c'est plutôt agréable en fait. Il n'y a pas. Alors celui qui a l'esprit de compète, etc., il l'aura de toute façon avec les hommes et les femmes et autres. Mais globalement, et l'alpinisme et l'himalayisme restent encore des disciplines qui sont faites sans forcément d'avoir de classement. Hein, donc on est beaucoup plus dans une entraide, dans quelque chose de solidaire sur la montagne, et ça reste quand même encore cet esprit, je pense, et j'espère que ça va rester, même s'il y a des courants qui sont avec les timings et les chronos et tout ça qui se mettent en place petit à petit, mais globalement on est dans de l'entraide et le but du jeu, c'est arriver au sommet, mais pas forcément le premier ou quoi. Où ça reste. Donc c'est assez agréable. En tout cas, maintenant, plus rien n'est interdit aux femmes, et c'est heureux. Mais il y a des distinctions qu'il faut connaître. Et hier, Bernard Ami nous a donné quelques éclairages sur le sujet, puisqu'il est chercheur en neurosciences, et il nous a informé sur les distinctions qu'il pouvait y avoir au niveau des différentes personnes. Et ces distinctions, il faut non seulement les accepter, mais surtout les respecter et les favoriser. Oui, ça c'est. On n'est pas fait pareil, hein. Justement, par l'expérience, ça se connaît un peu les limites d'âge pour faire un 8000. Il y a bien un moment où le corps, qui est très très sollicité, finalement refuse certaines contraintes. Alors, il y a un himalayiste qui s'appelle Carlos Soria, qui est espagnol et qui a soufflé ses 81 bougies l'année dernière et qui a tenté le Dhaulagiri pour la 11e fois. Voilà, ça vous donne une petite marge. Mais j'espère qu'à ce stage-là, moi, je serai à la plage, en tout cas. Oui, alors... Marc Battard, il devait être là aujourd'hui, et puis il est parti grimper, je pense, je ne sais où. Et effectivement, il maintient son projet de faire l'année prochaine ou dans 2 ans l'Annapurna, l'Everest à 70 ans et sans oxygène, avec tout un tas de personnalités qui l'accompagneront jusqu'au camp de base. Ouais. Il devait être là, et bon, je pense qu'il était parti grimper. Oui, à l'instant, on parlait des femmes dans l'alpinisme et tout ça, et j'ai lu dernièrement dans un article que Catherine Destivelle avait été récompensée première femme Fiolet d'or. Donc je trouve que c'est très bien pour la femme en alpinisme. Oui, c'est la seule et la première qui... Fiolet d'or d'honneur. Magnifique, de carrière. De carrière, oui. Ouais. Niki, oui. Parisienne, c'est la seule alpinisme. Alors Nicole Licky, c'est la première femme guide suisse, hein, et qui a dans son jardin ou dans la petite forêt à côté de chez elle, en ramassant des champignons, a pris un caillou, une chute de pierre sur la tête, et qui a été paralysée. Et c'est donc elle a ouvert le fameux hôpital à Lukla. Lukla, qui est le petit aéroport pour aller sur le camp bas de l'Everest. Et donc, il y a un hôpital. Et elle a un parcours de vie aussi assez atypique et connu et reconnu. Nicole Licky était là au Salon de Passy il y a 2 ans aussi. Elle nous a parlé donc de tout son parcours, de l'hôpital de Lukla. C'est une femme vraiment exceptionnelle. Oui. Tout à fait, on en a un souvenir vraiment très ému parce qu'elle était extrêmement courageuse. Hein, elle a été la compagne de Loretan d'ailleurs. Oui, qui était la compagne de Loretan. Oui. D'autres questions? Et Loretan, qui est donc Erhard Loretan, qui est donc le premier Suisse à avoir réussi les 14 8000 sans oxygène. Et le seul d'ailleurs, Suisse. Et qui a fait l'objet d'un ouvrage paru aux éditions Guérin, qui est un ouvrage signé de Charlie Buffet. Oui. Ouais. Très beau livre. Forcément, puisqu'il était signé de Charlie Buffet et qu'il était publié dans la collection Guérin des éditions Paulsen. D'autres questions?
S'il n'y a pas de questions, je voudrais vraiment chaleureusement remercier Sophie Lavaux et associer à ces remerciements François Damilano, avec laquelle elle a tourné 2 films. Enfin, à la fois, On va marcher sur l'Everest et puis Une journée particulière. En tout cas, je crois que Et puis, je vous recommande vraiment son ouvrage, Une femme, 7 sommets, 10 secrets. Maintenant, il y a encore beaucoup plus de sommets, peut-être encore davantage de secrets. En tout cas, vraiment, je voudrais la remercier parce que son message est extrêmement fort dans la mesure où on sait désormais qu'il y a des ascensions heureuses et aussi des renoncements merveilleux avec d'un côté la bourse et la gloire et de l'autre côté la course ou la vie. Donc, merci beaucoup. Merci à vous, vraiment. Merci d'être venu ce matin.